La star montante japonaise Tatsuro Taira, invaincue en 15 combats dont 11 ont été gagnés par finalisation, sera testée par le numéro 5 et ancien challenger au titre Alex Perez. Une très belle opposition sur 5 rounds qu'on vous analyse dans cet épisode du Game Plan avec Brian. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Merci à Unibet de supporter notre projet. Comme toujours, notre lien en description vous offre un free bet allant jusqu'à 100 € à l'inscription. Ne jouez que si c'est pour le faire de manière responsable et récréative. Brian, on va commencer par ton expérience au Japon. Tu es allé il n'y a pas si longtemps que ça, 5 semaines, pour être le sparring partner de Kai Asakura, qui vient de signer à l'UFC. Tu l'avais préparé pour la ceinture du Rising contre Juan Archuleta. Il a gagné par KO au premier round, on va toujours le souligner. Parle-moi un peu des différences notables entre l'approche du MMA au Japon et celle qu'on connaît en France. Alors, bon, je pense qu'il faut avoir en tête que le Japon, toute la structure japonaise, elle a une histoire et elle se ressent un petit peu dans la pratique du MMA. Donc c'est un pays qui a été en autarcie pendant longtemps, tu vois, et qui est peut-être très tourné sur lui-même. Et ça se ressent aussi dans l'univers du MMA où les combattants japonais restent souvent à combattre au Japon, tout simplement. Tu vois, comme le champion de boxe anglaise, il ne combat que... Tu m'entends? Ouais, Inoue. Inoue que au Japon, que dans son organisation, et il pourrait peut-être la combattre à l'étranger, mais il y a la possibilité de ne combattre et de ne vivre en tant que combattant qu'en restant sur sa propre terre. Et pour exemple, hein, tu parles de Kaya Sakura. Kaya Sakura, c'est une immense star au Japon, qui est très très peu connue en dehors. Alors qu'à l'inverse, Tatsuro Taira, c'est plutôt l'inverse. On le connaît en tant que combattant japonais à l'international, comme une star montante à l'international, mais au Japon, il n'est pas connu, entre guillemets, tu vois. Ah, ok. C'est vraiment pas une star. Voilà. Donc c'est ça c'est la première des choses. Et ça se ressent aussi dans l'entraînement. Ça se ressent dans l'entraînement où ils vont s'entraîner souvent avec des coachs japonais, avec leur style propre de ce qu'ils ont, et c'est peu ouvert en règle générale à l'extérieur. Alors, il y a un peu une sorte de révolution dans l'approche de Kaya Sakura, c'est qu'il est parti s'entraîner aux États-Unis et avec cette nouvelle génération de combattants, et il a importé au Japon des coachs étrangers. Donc, il a créé la Japan Top Team. Donc, il y a déjà, rien que dans le nom, un côté un petit peu international, un clin d'œil avec les teams qui se sont créés, American Top Team, Great Britain Top Team, etc. Là, c'est la Japan Top Team. Et il y avait une vraie volonté de devenir une team japonaise, mais ouverte à l'international. Et donc, il a fait venir un coach de lutte américaine, donc Billy Bigelo, qui est aussi le coach de lutte d'Alex Perez, en tout cas qu'il était contre Mokaev, tu vois. Ouais. Et il a fait venir Eli, qui est français et qui est coach de striking et le head coach, tu vois. Donc voilà. Alors bien évidemment, il reste des coachs japonais hein, dans la team, hein, mais c'est vrai qu'il y avait cette volonté d'ouverture au monde et d'aller chercher d'autres choses. C'est intéressant. Ouais, c'est vraiment une grosse particularité parce qu'il y a peu d'influence, ils connaissent très très peu la lutte américaine, le style des pays de l'Est, tu vois. Mais par contre, ils sont excellents dans les disciplines qu'ils ont développées, le kickboxing, la boxe anglaise, le sol, tu vois, tout ce qui va être jiu-jitsu, le sol est très très bon. Par contre, c'est vrai qu'en lutte, ça l'est un peu moins.
Ouais, donc c'est intéressant de voir qu'il y a des équipes, en tout cas notamment celle de Kai, qui s'ouvrent un peu, qui ouvrent un peu leurs portes à importer des coachs internationaux pour un peu Mm. justement leur faire voir là où ils ont des manquements. Exactement, exactement. Et à importer, puis bah, aussi à s'exporter. Donc, Kai va faire ses camps d'entraînement à Las Vegas. Mhm. Là, sur le dernier, il était à, je pense, UFC Performance. Et c'est aussi bah, ce que fait Terra. Tatsuro Taira. Donc, lui est parti s'entraîner à Team Elevation, je crois, si je dis pas de bêtises. Ok, À intéressant. Denver. C'est ça, Ouais, voilà. Elevation c'est à Denver. Très intéressant. Ok. Donc ça montre aussi peut-être, je connais pas exactement l'historique de Tatsuro Taira, mais il a été formé au Japon. C'est fort possible qu'en découvrant le style à l'UFC, le style américain, il s'est dit, wow, il faut que j'aille aux États-Unis pour me former à ce type d'adversité, quoi. C'est pas la même que l'on a au Japon. C'est pas du tout le même style, c'est pas du tout la même approche. Voilà. Mais oui, d'ailleurs, c'est peut-être une des grandes stars japonaises qu'on a connues à l'international, c'est Horiguchi, Mhm. dont le défaut était justement face à des lutteurs bien, tu vois, style lutte américaine, etc., etc. Ah ouais, je pense, hein, je Mm. pense. Je pense que la lutte, c'est souvent là que ça devient compliqué. Eh bien, si on parle de Kaya Sakura, il a pris la ceinture à Juan Archuleta, le gars que je suis parti imiter, qui est un lutteur de formation, Mm. très très bon en lutte, qui était le détenteur de la ceinture du Rising, qu'il a obtenu grâce notamment à sa lutte. Malgré les règles japonaises qui vont privilégier plutôt les dommages et les impacts, tu vois. Mhm. Par exemple, tu peux prendre tes 3 rounds, mais il suffit que le mec t'ait mis un knockdown à la fin du troisième et tu perds ton combat, tu vois. Mais vraiment, ouais, c'est beaucoup plus sur les dommages. Mais là, bah, sur ce combat-là, ça faisait partie, entre guillemets, dans la préparation. Il m'a fait venir, moi, pour la question de la lutte fall style et la lutte à la cage. Et puis, bah, il avait son coach de lutte américaine pour travailler la défense. Ça a très bien fonctionné, tu vois. Mm. C'est une extension un peu du Shuto, hein, parce que le Shuto s'était fort développé au Japon au moment où l'UFC se développait aux États-Unis. Deux. Le Shuto qui était plus voilà, du pied-point, des amenés au sol, mais au sol, on te laisse pas beaucoup de temps pour développer ton jeu et ça se relève assez Ah, rapidement. au Rising? Ouais. Non, non, Ou c'est sur, vraiment. sur le scoring, tu vois, sur le fait Ah, qu'on sur le scoring, favorise, oui. voilà, sur le Ouais, fait ouais. qu'on favorise l'impact, c'est Et probablement les conséquences ou les résidus du Shuto oh, qui c'est a perduré possible. Et puis, vraiment bah, là-bas, quoi. Mhm. c'est le côté un peu spectaculaire. Et je pense en plus que le Rising a encore fait un peu évoluer ses règles en séparant plus facilement les phases de lutte Ouais, mais ça, et, c'est. et de sol. Et ça faisait partie aussi des questionnements qu'on avait sur les nouvelles règles. Ouais, c'est parce Voilà, que. ça c'est pour présenter un petit peu la particularité du MMA japonais. Alors, je suis pas non plus spécialiste, hein. Je pense que d'autres pourront mieux l'expliquer, mais en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'était un peu ça, que en tant que combattant japonais, tu peux très très bien en vivre en restant que au Japon. C'est beaucoup plus difficile de s'exporter. Mm. Là, c'est un gros pari d'ailleurs, Kaya Sakura, hein, qui laisse sa ceinture du Rising pour rejoindre l'UFC. C'est un gros pari parce que je vous avoue que il gagnait très 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 bien sa vie avec les combats qu'il faisait au Rising. Là, d'aller à l'UFC, c'est le côté sportif, tu vois, qui l'attire, tu vois. Ouais, c'est ça, parce qu'il y aura un Je- manque à gagner financier sur le salaire même, Ouais, mais aussi, j'imagine, enfin, tu m'avais expliqué, il prenait quand même pas mal grâce à tout ce qui touche à YouTube, etc., ses créations de contenu. Le fait ouais, qu'il combatte à sponsor. Ouais. l'international, peut-être qu'il y aura moins d'engagement Je sais pas derrière du tout. lui. Ouais, je sais pas du tout. Je Ouais, sais pas du ça tout. représente un risque. Quoi qu'il arrive, on voit Ça qu'il y a. représente un risque, effectivement. Ça représente un risque sur une opposition qui sera beaucoup plus élevée, parce que là, c'était vraiment la star du Rising, tu vois. Mhm. Mais voilà, je pense que derrière, lui, ce qui l'intéressait, c'était. Il y a un challenge derrière. Il y a un challenge sportif plutôt que financier. Et voilà, c'est tout à son honneur, parce que Bien enfin, sûr. voilà, j'ai hâte de voir la suite. Ah bah, parlons de Terra maintenant. On a fait Ouais. un bon aparté. On va parler de Terra, qui,
on va juste le notifier parce que c'est fun, hein. Il est né là où le karaté est né, à Okinawa. C'est là où il a commencé à s'entraîner d'ailleurs en début de carrière. Aujourd'hui, il est à 15-0. Il est actif à l'UFC, hein, 5-0 déjà sous la bannière en ayant signé il y a 2 ans et 1 mois, grosso modo. Il a seulement 24 ans. C'est donc par définition un très gros prospect. Comment est-ce que tu le définis en tant que combattant? En tant que combattant, pour moi, c'est un excellent grappleur. Grand pour la catégorie. Ouais. Voilà, une lutte qui est pas Ouais, petit défaut sur la lutte, mais alors au sol, il est vraiment, je le trouve, vraiment impressionnant. Il est capable, je voulais le notifier, mais parce qu'on en avait déjà parlé, je sais pas si c'était en parlant de BSD ou quelqu'un d'autre, mais il est vraiment capable de dissocier le haut du corps et le bas du corps. Tu avais parlé de ça et je trouve que chez lui, c'est vraiment flagrant et ça met en difficulté ses adversaires. C'est compliqué à gérer ça. Ouais, c'est vraiment, tu sens qu'il sait exactement quoi faire, comment faire. Dès qu'il est au-dessus, en position au-dessus au sol, il va passer les gardes, il va toujours un peu sur le même chemin, tu vois. C'est un peu un chemin jiu-jitsu brésilien, c'est-à-dire il va commencer dans la garde, puis passer, demi-garde, puis chercher la monte, et depuis la monte, partir plutôt sur le triangle. Pas forcément aller chercher le dos, ou alors conserver et frapper. Il frappe bien, tu vois. Je trouve qu'il utilise bien le ground and pound en plus. Ouais, il l'utilise aussi, pour pouvoir passer des positions. Je trouve ça intéressant. Mhm. Il a vraiment cette compréhension. Il construit très bien son jeu au sol. Très solide. En striking, donc c'est un droitier, si je dis pas de bêtises. Ouais. Droitier, assez long pour la catégorie. Moi, je trouve que sur l'aspect striking, on peut mettre quand même des points un peu négatifs. Donc, je trouve légèrement perméable. Ouais. Perméable au calf kick. Il peut se faire surprendre face à la vitesse de ses adversaires aussi. Donc, il y a un peu de danger. Mais il est capable de feinter. Il est capable de... Beaucoup de feintes de changement de niveau. De changement de niveau, des feintes de regard. Il gère relativement bien son espace aussi. Il ne se laisse pas acculer à la cage, ou il sait où il en est, tu vois, il se replace bien. Mais voilà, c'est pour moi un petit peu son point faible, ça va être plutôt son striking. Ouais. Mais c'est toujours logique, hein, quand tu as un niveau assez exceptionnel dans un compartiment, bah, c'est souvent au détriment de l'autre. Ouais. Et voilà. Et par contre, si sur la mise au sol, moi, il y a les inquiétudes, je les trouve pas incroyables, et je trouve qu'il donne beaucoup sa nuque. Sa nuque. Ouais, j'allais dire, c'est pas pour faire une blague, mais j'ai l'impression, des combats que j'ai regardés, je crois que j'en ai regardé 3 ou 4 de ces combats à l'UFC pour préparer ici. La moitié des takedowns qu'il obtient, c'est sur des gars qui sautent la guillotine. C'est vrai, hein? Ouais. Alors, oui, effectivement. Donc jusqu'au jour où il y a un gars qui va mettre une guillotine. Une sale guillotine, tu vois. Par contre, je sais plus contre quel adversaire c'est, mais il y a un adversaire face auquel il chaîne assez bien. C'est l'adversaire face auquel il va prendre le dos debout. Je sais plus lequel c'était. CJ peut-être. Mais là, j'ai trouvé ça pas trop mal encore. Bon, la défense de lutte n'est pas exceptionnelle de l'adversaire, mais tu vois, il va chercher le dos, et puis il soulève, il crochette la jambe pour amener au sol. Il y a un certain shading dans sa lutte. C'était pas trop mal. Mais encore une fois, ça, c'est quelque chose dont on va devoir parler. Face à qui? Il a pas encore eu une grosse adversité à l'UFC. Et là, du jour au lendemain, il est numéro 11 dans la division, je pense, sans avoir affronté qui que ce soit dans le top 15. Et il prend le numéro 5, Alex Perez. Ouais. Il prend le numéro 5, Alex Perez, et qui est très très bon dans sa défense de lutte. Et il a été bien testé par Mokaev, qui est pour moi un des meilleurs lutteurs de la catégorie. Donc ça risque d'être compliqué. Ouais. Ça risque d'être compliqué pour mettre Alex Perez au sol et pour pouvoir bien l'exploiter. Ouais. J'aime bien que tu dises ça parce que je l'avais préparé aussi. Moi, juste pour revenir sur Terra, je trouve que debout, il est simple et posé. Et il envoie très peu de déchets. Tu vois, il envoie pas beaucoup. Et je suis allé voir. Bon, encore une fois, il n'y a pas une grosse adversité. Ses combats n'ont pas perduré debout, mais il touche 71%. C'est énorme. L'échantillon est faible, l'adversité est pas énorme, mais quand bien même, je trouve que c'est une statistique énorme. Donc, il envoie peu, et quand il envoie, c'est vraiment pour toucher. Donc, voilà, il y a une certaine précision quand même dans ce qu'il fait. Par contre, debout, son objectif 1, c'est de ne pas se faire connecter. Son objectif 2, c'est toucher pour construire ses entrées en lutte.
Il n'y a pas vraiment C'est vrai. cet objectif de rester debout chez lui, ce qui est logique par rapport à ses forces. Alex Perez? Mhm. Alors, on l'a très récemment analysé pour son combat contre Nicolao. On va quand même faire un petit résumé. 25 victoires, 8 défaites en professionnel, 7-4 à l'UFC. Il semble enfin être actif et loin des blessures car il a enchaîné annulation sur annulation, le garçon. Là, il est sur... Non, il était sur 3 victoires de suite. Il obtient son title shot contre Deiveson Figueiredo. Il perd. Il enchaîne ensuite défaite contre Pantoja et puis contre Mokaev. Rien de honteux. Ensuite, il prend un short notice contre Nicolao et il retrouve le chemin de la victoire d'une très belle manière. KO au deuxième round. Très, très beau KO de haut. D'ailleurs, tu l'as dit, je trouve très, très bonne défense de lutte. Lutte défensive vraiment en place. Il comprend ce principe de where the head goes, the body follows. Il comprend à quelle hauteur il doit mettre son bassin. Il comprend que contre Mokaev, il faut pas jouer le scramble, il faut bloquer, bloquer, bloquer. Hier, je me suis pris la tête, je me suis tiré les cheveux parce qu'on a déjà parlé de cette technique sur un podcast, parce qu'on l'apprécie. C'est quand tu es en tortue, l'autre a le headlock sur toi et tu sors pour venir prendre le dos. Tu te rappelles du nom de cette technique ou pas? Ou tu vois peut-être pas ce que je veux dire. Mokaev l'a utilisé 2 fois contre C'est un duck Perez. under. C'est Duck Hunter, c'est aussi simple que ça. Duck under, ouais. Ouais, c'est Bah, ce ça que j'avais dépend. en tête et je me dis non, c'est Duck Under, Ouais, ouais, c'est pas ça. Ok. c'est souvent le duck under. Si tu vas chercher le bras ici, tu as le sucker drag. C'était Donc, ça c'est que je soit... cherchais, mais c'est pas celui-là qui l'a. Ok, j'ai confondu les deux en fait. C'était aussi simple que Duck Under, mais je cherchais Sucker Drag, mais c'est pas du tout ça la technique. Ouais, ouais. Euh, Et dans les deux cas, tu finis dans le dos. C'est ça. Ouais, il faut absolument que je donne à nouveau des cours de MMA parce que mon vocabulaire il est en train de s'envoler. Tu vois, c'est comme une langue quand tu pratiques plus, bah, ça se perd. Bref. Mokaev le réussit 2 fois dans le premier et deuxième round et je trouve que Alex Perez fait un bon ajustement en venant simplement poster son pied sur la droite pour éviter justement que Mokaev puisse faire le duck under parce qu'il a réalisé aussi que Mokaev ses duck under il les faisait toujours sur sa propre gauche. Donc voilà, il y a un jeu intelligent. Il utilisait bien la guillotine de manière défensive ou plutôt la menace du ninja choke pour remonter Mokaev. Donc ça évidemment face à Terra on fera très, très attention. Il favorise plutôt le ninja choke que la guillotine, ça peut fonctionner. On avait dit très bon low kicker, son jeu debout tourne autour de sa recherche à annihiler la jambe avant de son adversaire. Il envoie des faux jabs aussi, tu vois, c'est des jabs où il tend juste le bras, pas pour toucher, c'est même pas des flicker jabs, je trouve, c'est juste voilà, il y a quelque chose qui arrive chez toi, hop, mon low kick qui passe derrière, avant ou arrière. Et il travaille plutôt en burst debout. Quand il va combiner en anglais, ça va être beaucoup corps-tête, tête-corps. Et voilà, je combine, je ralentis le rythme. Je combine, je ralentis le rythme. Il aime bien mettre la pression, mais par moment. C'est pas une pression constante, c'est juste voilà, une pression opportuniste, si je peux dire ça. Ouais. Voilà, je pense que ça fait un bon résumé de ce qu'on avait dit. Les Et ça calf kicks, inclut aussi. Ah non, j'ai c'est dit low kick. Très très bon low kicker, mais c'est vrai qu'il y a les calf kicks dedans aussi. c'est lui qui avait détruit une jambe Contre un Formiga, round. contre Contre Jussier. Formiga. Ouais, C'était des low kicks ou des calf kicks qu'il mettait? mix des deux. Un mix des deux. Ça... Moi, j'ai noté chez Taira qu'il était sujet au calf kick sur certains combats, mais sur ses derniers combats, il les défend mieux, tu vois. Ouais. Mais voilà, il pourrait y avoir un chemin où Alex Perez trouve le timing et Taira ne trouve pas le timing défensif et il puisse s'exploiter debout, tu vois. Ce qui a bien fonctionné pour Mokaev sur les low kicks de Perez, c'est désengager. C'est le système défensif de désengager, pas spécialement celui de contrer. Donc forcément, pour ça, il faut qu'il y ait de l'espace derrière toi. Donc ça doit faire partie. Est-ce qu'on transite? Est-ce que tu as encore quelque chose à dire sur Perez? Parce que là, on est en train de déjà faire une transition vers les game plans, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. Non, je pense que tu as dit tout ce que... Ouais, sur les points négatifs, moi je pense qu'il est complet, donc forcément quand tu es complet, négativement, tu peux être moyen partout. Ouais. Et mais sinon, non, j'ai pas trop de... Voilà, ça reste une très bonne opposition, parce que ces défaites, c'est vraiment contre le top, tu vois. Ouais, la crème de la division, ouais. Donc Parfait. voilà, donc, je pense qu'on a fait le tour, ouais. Alors commençons par Terra, parce qu'on avait un tout petit peu
toucher cette partie stratégique. Moi, le premier point que j'avais noté, c'est avoir bossé des réponses au low kick, que ce soit des réponses uniquement défensives comme désengagées ou peut-être offensives avec un direct plongeant, puisqu'il a mis un beau knockdown là, dans son dernier ou avant-dernier combat avec un direct en ligne que son adversaire. Je pense que ça surprend sur la distance qu'il a réussi à couvrir avec ce bras en ligne. Ça peut être des options. Il sera plus grand, avec une meilleure allonge. Donc pour moi, il peut utiliser son jab pour sortir aussi. Donc c'est jabber, sortir. Et sur l'aspect de la lutte, c'est plutôt avoir une lutte réactive, je pense. Je pense aussi, ouais. Je pense qu'une lutte réactive, ça sera ce qui fonctionnera le mieux. Je ne vois pas Terra avoir une lutte offensive suffisante, tu vois. Notamment travailler à la cage ou ce genre de choses. C'est pas forcément très développé non plus le travail à la cage au Japon, forcément, parce que les combats sont souvent sur ring. Ouais. Et ouais, je pense que réactif, ça sera beaucoup mieux. Ouais. Et sur un burst, là, comme tu dis, sur une avancée un petit peu trop généreuse de la part d'Alex Perez. Ouais. Mais bon, quand tu vois, Mokaev, il a galéré en lutte réactive contre Perez, parce qu'il y a plusieurs moments, surtout dans le 3e round, c'est peut-être la fatigue qui s'installe, mais Perez qui hésite plus du tout à engager et presque à surengager sur son anglaise. Mokaev qui shoot dans les jambes et son sprawl réactif est très réactif. Il pèse très très lourd et il prend une très bonne position de headlock directement. D'ailleurs, je suis allé regarder, Perez, il a une victoire par guillotine, une victoire par darce, une victoire par anaconda sur son palmarès. Aussi. Donc voilà, il faudra faire gaffe à ça aussi dans ce combat. Mais clairement, pour Terra, il doit gagner les rounds avec le grappling. Il a, pour moi, pas spécialement d'autres choix. Je peux le voir dominer derrière son jab, etc. Mais debout, ça va quand même être compliqué. Perez, il frappe dur, il frappe fort. Aux yeux des juges, tu vois, tu as envie de dire, ok, Perez, ça marque des points, ça aussi, ça marque des points. C'est un petit bulldozer comme ça. Ouais, bah écoute, par contre, sur sa lutte défensive, Alex Perez, il faut savoir que face à Mokaev, il a fait venir un Billy, dont tu parlais, le coach, et je pense qu'ils n'ont bossé que ça, tu vois. Ouais. Je pense qu'ils n'ont bossé que ça, et donc il était ultra bien préparé, il savait exactement comment faire pour défendre les choses. Est-ce que ça sera est-ce que ce sera le cas à nouveau? C'est pas sûr, tu vois. Parce que si c'est un short notice, Terra était supposé combattre contre quelqu'un d'autre. Donc je suis un peu moins sûr qu'il aura une lutte défensive aussi aux petits oignons qu'il ne l'avait face à Mokaev. Donc moi personnellement, je pourrais voir un Terra qui va chercher un bodylock, qui prend le dos, ça roule et puis il déroule derrière, tu vois. Ouais, parce que justement, j'avais été regarder ça. Je suis allé revoir comment Perez avait perdu contre Pantoja. Je me rappelais que c'est un étranglement qui partait de debout et que c'est assez expéditif. Et je trouve que la réaction de Perez sur l'entrée en lutte de Pantoja, où au final, dans le scramble, il donne son dos et Pantoja prend l'opportunité, c'est quelque chose qu'il n'a pas du tout montré contre Mokaev. Contre Mokaev, il faisait vraiment très gaffe à ne pas exposer son dos. Il y avait toujours son bras qui traînait, qui empêchait quand même plutôt bien Mokaev de se diriger vers son dos. Il l'a pris à un moment. Il l'a pris dans le début du 2e round. Ouais, ça fait quand même partie des défenses de lutte qui existent, de donner entre guillemets son dos pour pouvoir, dans la transition de l'adversaire, recomposer et se remettre en face, tu vois. Ou attaquer le grip. C'est-à-dire tu donnes ton dos, c'est ce que fait Daniel Cormier, c'est qu'il donne son dos, il récupère les poignets, il ouvre, et ça lui permet de sortir, tu vois. Mais ça pourrait arriver, tu vois. Mais contre on va avoir un Alex Perez qui donne son dos pour défendre et qui sur cette défense, elle soit exploitée par Terra. Ouais, en fait, tu dois voir face à qui tu le fais, tu vois. Contre un Pantoja, c'était une erreur. Contre un Terra, ce serait une erreur. Voilà. Et contre Mokaev, il l'a pas fait et il aurait ça s'est produit une fois, il a réussi à en sortir. Donc, il a réussi à en sortir, mais je pense que Mokaev n'a pas le niveau de sol, de prise de dos qu'un Pantoja. Là, je pense qu'on sera tous d'accord. Et je pense que Terra, en étant un peu plus longiligne, aura plus de facilité à maintenir le dos, tu vois. Ouais. Et à s'installer. Ouais, je pense, voilà, je vais peut-être me faire insulter pour ça, mais je pense que, pareil, sur la
capacité à prendre le dos et à travailler à partir du dos, je pense que Terra est meilleur que Mokaev. Par contre, Mokaev Non, est il y a pas largement de... meilleur que Terra sur la lutte Mm. offensive. Il n'y a pas d'insulte à avoir là-dessus. Je pense que ça sera un fait. Enfin voilà, c'est toujours pareil. Tu peux pas avoir. Faut vraiment placer comme s'il y avait des jauges comme ça de Mm. lutte, grappling, striking. Bah, ta jauge, tu peux pas tout monter en une fois. Mm. Forcément, tu te concentres un peu plus sur ton sol. Bah, ta lutte, tu t'en concentres un peu moins. Tu es un peu moins fort. Et donc voilà, hein. Donc moi aussi, je vois exactement la même chose. Je vois un Terra être meilleur au sol, galérer à mettre au sol, mais une fois au sol, par contre, être meilleur que Mokaev. C'est ça. Et du coup, du côté de Perez, quels seraient les axes stratégiques est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il doit développer son jeu avec quelques points d'attention? Ah oui, moi je pense qu'il doit, quelques points d'intention, je pense qu'il doit être assez agressif. Ouais. Debout, je pense qu'il doit pas trop respecter le striking de Terra. Mhm. Voilà, Terra, il est jeune, il peut vite être un peu impressionné, tu vois. Ouais. Ça peut être une solution de le mettre dans un rythme un petit peu intense au premier round. Mhm. Et je pense qu'il doit non pas avoir travaillé sa guillotine, enfin, je pense qu'il doit avoir travaillé sa guillotine pour l'Anaconda, tu vois. Ouais. Donc, pas de guillotine sautée, mais prendre une guillotine, partir sur le côté comme ça, tu vois. Mhm. Puis, une fois qu'il défend, renverser et enchaîner sur un Anaconda. Ouais. C'est le genre de choses qui fonctionnent plutôt bien. Je pense, hein, quand tu vois le nombre de fois où il se fait prendre la gorge, Terra, je pense qu'il ne peut pas ne pas exploiter ça. Ouais, c'est ça. T'as l'impression que Terra a ultra confiance en son grappling défensif, justement en se disant, bah, j'expose Manu qui va vouloir la prendre, ça me permet d'amener au sol et de peut-être même menacer la Von Flou derrière. Mais ce genre de stratagème a une limite, et la limite, c'est le top 10, top 15, quoi. Moi, je pense sincèrement que c'est pas voulu, tu vois. Ouais. Je Mais pense alors, il qu'il doit tirer leçon dans ce cas-là. Dans ce cas-là, il doit réobserver ses combats et faire un peu d'introspection Ouais, en disant, quand je lutte, bah, Manu qui est trop exposé, il faut que j'aille, justement, il faut que j'aille aux États-Unis voir un peu comment mieux shooter là-dessus. ouais, bah, c'est des tout petits ajustements, hein, d'avoir la tête à l'intérieur, par exemple, d'avoir la tête un petit peu plus haut plutôt qu'au niveau sur le profil. Ouais. Et non, franchement, quand tu te retrouves dans des guillotines, même si tu sors 10 fois sur 10 à l'entraînement, c'est jamais agréable, tu vois. Non, vraiment pas. Surtout dans un C'est ja- combat, tu sais que le gars, il va tirer encore plus sur ta Ah nuque là là, ouais, que. ouais, ouais, et puis même, on parle souvent de la Von Flou, mais la Von Flou, c'est stressant de la faire, tu vois. Quand tu as un mec qui est en train de tirer sur une guillotine et que tu te dis, purée, imagine que je gère mal ses hanches et qu'il récupère et que je suis dans la merde. C'est vrai. Tu vois. Il faut une Donc, vraie confiance en soi pour taper la Von Flou. donc je pense qu'il a plus intérêt à mettre au sol sans avoir Ah oui, oui, d'office. Ouais, la gorge, tu je vois. suis 100%, 100% d'accord avec toi. Tu es Mais dans l'œuf. ouais, ouais. Mais dans tous les cas, je vois un Alex Perez être capable de. Enfin, c'est bon, je pense qu'il ne peut pas se dire je vais sauter une guillotine. Je pense il va travailler sur un truc un peu modifié en fonction des réactions qu'il a vues sur les combats précédents de Terra. Et Terra a intérêt à avoir travaillé sur le fait de ne pas donner sa gorge. Ouais, 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 d'office. D'office. C'est, Et après, ouais, c'est ça, il peut aussi utiliser, comme je le disais plus tôt, utiliser sa guillotine pour défendre. Et comme tu l'avais dit pour Poirier contre Makhachev, tu vois, Ouais. tu l'utilises pour que le lutteur il mette ses mains à tes hanches, par exemple, et puis tu peux Ah ouais, séparer ouais. l'action ou ce genre de choses. Donc là, la guillotine, il faut pas la sauter. Tu peux l'utiliser pour défendre. Et si vraiment tu es dans une position où tu as déjà sprawlé et tu as la guillotine, plutôt partir sur le bras-tête avec un anaconda ou même un Mm. darce éventuellement avec un. Dars, c'est plus compliqué si tu pars d'une guillotine, hein. Ouais. Oui, oui, effectivement, tu dois Mm, mm. switcher ton grip, effectivement. Ah ouais. Non, non. Anaconda ou alors, tu vois, une guillotine modifiée à avec uniquement la tête, tu vois, ou le ninja. Non, comment t'as dit quoi? Ninja choke, ouais. Ninja choke. Ça, c'est plus Oui. debout, mais. Ouais, ouais, parce que le problème, c'est que dès que ça va au sol, t'as plus que la tête, tu vois. Ouais. C'est un peu plus compliqué. Mais pour moi, l'anaconda, je pense que ce serait une des meilleures solutions. Mhm. Ouais, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Évidemment, imposer son jeu habituel, hein, donc les low kicks doivent faire partie intégrante de son jeu. Tu l'avais dit, Terra est fort sujet au low kick.
La défense amenée au sol, peut-être avoir cette vision bloquée d'abord, ne pas exploser mon dos comme il l'a fait contre Mokaev en fait, et puis sortir, ne pas chercher à scramble. Je pense que dans les scrambles, je spécule, mais je pense que Terra est assez bon dans les scrambles. On l'a pas vraiment vu, mais Le triangle qu'il prend dans un scramble, là, je sais plus contre qui, il est impressionnant, hein. ouais, Un triangle à la volée, ouais. c'est c'est ça aussi, hein, c'est que moi je pense très bon dans les scrambles, Terra. Ouais. C'était contre qui qu'il a mis Bah, qu'il a mis c'est pour ça, face à quelqu'un qui est très bon dans les scrambles, quand le gars initie en lutte, c'est ok, soit j'arrive à sortir avant même qu'on touche le sol, soit je suis en mode je bloque d'abord, j'attends qu'il se fatigue en cherchant le scramble, à créer le scramble, et puis je sors quand ça a ralenti. Et ouais, l'intensité de combat, je te rejoins à 200%. Je te rejoins à 200%, et ça fera Sachant que partie. c'est un 5x5, hein, c'est ça? C'est un 5x5, ouais. Et je pense quand même qu'il peut fatiguer. Je vois Alex Perez avoir plus de tank, tu vois. Ouais, il vient de se préparer. Enfin, juste avant contre Nicolao, c'était un 5x5 aussi. 5 ans, et il a des années d'expérience, hein, Ouais. il y a ça aussi. Là, sur la question de la jeunesse, sur un 3x5, je pourrais l'entendre. Mais là, sur la question de l'expérience, sur un 5x5, c'est un sport qui est difficile, hein, pour avoir toutes les adaptations physiologiques du corps pour tenir tout ça. Je pense que il a quel âge? Je pense qu'un trentenaire, Pérez, c'est ça, hein? Ouais, je sais pas quel âge il a. Il doit avoir 32, un truc comme ça. Plus j'en âgé sais rien. peut-être. J'ai pas été voir. Non. Ouais, 32 ans. Je pense qu'un mec un trentenaire, si tu regardes tu vois, je sais pas moi, sur les marathons ou des trucs comme ça, c'est pas des tout jeunes qui Non, on ont en une avait meilleure déjà endurance. parlé ou pas que les sports d'endurance, Non. t'as des gars qui. Je sais plus, t'avais un Polonais qui avait battu son propre record de courir le plus de kilomètres en 24 heures. Et le mec avait 40 ans, un truc comme ça. Ouais, mais je pense, hein, parce que c'est vraiment des grosses adaptations physiologiques. À moins d'être un Kylian Jornet, tu fais ça depuis que tu as 5 ans à courir dans la montagne, tes adaptations, tu les fais pas Non, c'est clair. à 24 ans. Donc, moi, je vois, personnellement, hein, peut-être que, mais sur un combat long comme ça, je vois un avantage à Pérez, tu vois. Moi aussi. Et c'est clair que sur des combats genre amateurs 3x3 ou du 3x5, pour le plus jeune, plus explosif, je pense que c'est un avantage. Là, sur ce combat-là, je vois Pérez avoir un avantage. Alors, moi, je suis pas du tout d'accord avec les codes de Paris. Ah, ils sont de combien? Tatsuro Terra est donné favori sur unibet.fr à 1,53. Alex Perez est à 2,33. On considère ça comme un 60-40 tout simplement pour la flèche montante japonaise. Je vais pas dire pourquoi je suis pas d'accord. J'imagine que tu sais dans quel sens je suis pas d'accord. Mais Oui. est-ce que toi tu es surpris par ça ou pas? Moi, j'avais mis 55-45 Terra. Et en étant, je pense, un petit peu dur avec Pérez. Mais voilà, tu vois. Moi, je pense que Perez est favori dans ce combat. Ah ouais. Tu le vois large favori. Non, pas large favori. 55-45 Ouais, Pérez. c'est ça. Moi, je suis très très proche du 50-50, mais si je dois pencher d'un côté, je me mettrais du côté de Perez. Je comprends à 100%. Hein. Tu vois, t'as vraiment ce truc de. Ici, on est vraiment dans la situation Terra, très gros talent, impossible de dire le contraire, qui va se faire pour la toute première fois salement tester dans sa carrière. Il y a un step-up entre son dernier adversaire et Alex Perez. On l'a déjà vu plusieurs fois. On a vu le cas Islam Makhachev, gros step-up, ça passe pour lui. Et puis on a vu récemment Mike Malott ou Joe Pyfer, gros step-up, et ça passe pas. Et dans les deux cas, c'est le gros prospect qui était favori. Mike Malott était ultra favori contre Neil Magny. Joe Pyfer était ultra favori contre Hermansson. Et ici, je me demande si on n'est pas dans le cas 2, tu vois. Je me demande si on n'est pas dans le cas 2. Donc, voilà, moi, je pronostique l'underdog ici. J'ai Perez à la décision et je vais mettre au moins une unité sur lui parce que j'aime bien sa cote. Écoute, j'entends complètement. Hein. Moi, je t'avoue que je suis parti du principe que Tatsuro Terra, ce qu'il était capable de montrer en combat, même avec moins d'opposition, son niveau au sol est vraiment, vraiment solide.
et je m'attends à ce qu'il soit meilleur que Alex Perez, tu vois. Ouais. Vraiment. En fait, c'est Sol, ça. Si ça touche le sol, je te rejoins à 200%. On est sur un truc où ça va être très compliqué pour Perez. ouais. Mais est-ce que ça va toucher le sol? Moi, parce que tu vois, on en a parlé un peu plus tôt, mais j'ai vraiment été impressionné. J'ai vraiment kiffé revoir le combat contre Mokaev et j'ai vraiment apprécié ce qu'il a produit Ouais. en lutte défensive. Alors ouais, Moi, je peut-être qu'il a t'avoue pas que fait, il a pas fait le, enfin, c'est un short notice, donc peut-être qu'il a plus mis ce gros accent sur continuer à capitaliser dessus. Mais s'il l'a fait, non, je suis sûr qu'il l'a pas fait. C'est pour ça que moi, je suis plutôt à me dire qu'il c'est il va se là-dessus. faire Ouais. mettre au sol. Ok. Tu vois, son dernier combat contre Nicolao, il n'y a pas eu de phase de lutte, tu vois. Ah non, Nicolao, il savait que ça allait rester debout, donc clairement, il a Mm. peut-être plus capitalisé dessus. Mais Mm. à voir à quel point il a des restes. Et je pense que ça pourrait être autant pour Mokaev, il s'est dit non, le mec il est chaud en lutte, je dois absolument bosser là-dessus. Là, on est tous les deux d'accord pour dire que Taira, c'est pas non plus un crack en lutte, tu vois. Non, mais par contre, Perez pourrait se dire, ok, il peut pas m'amener au sol. Il Eh peut pas. ben, non, il peut se dire s'il m'a mis au sol, je dois absolument travailler ma défense de soumission, Oui, d'accord. ma Ouais. capacité à me relever. Ouais, Et mais je ça, j'aime pense que pas. là pourrait être l'erreur, tu vois. Ouais, mais en fait, j'espère que. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui vont nous critiquer, donner des conseils à des coachs de l'UFC. J'espère quand même que son mindset, c'est ok, j'ai blindé travaillé ma lutte défensive pour le combat contre Mokaev qui est encore récent. Ici, je peux pas me faire amener au sol. Je préfère avoir ce truc de je peux pas me faire amener au sol que s'il m'amène au sol, il faut que je sois capable de me défendre. Ah, mais de toute façon, c'est pas une question de coachs qui sont à l'UFC. Hein. Alex Perez, c'est un indépendant. Il sélectionne les coachs avec qui il veut travailler. C'est des prestataires de service. Donc, quand il a fait appel à Billy, c'était en mode. Tu Non, vois, mais genre, en fait, je j'ai fais dit ça. venir quelqu'un pour préparer ça. Donc, c'était son choix, tu vois. Je dis ça parce que dans les commentaires, tu vois, on a fait le récap dimanche où on disait voilà le Ouais. shadow avec les doigts ouverts et puis quelqu'un qui a répondu vous Oh, êtes, bah, il y a vous êtes qui pour type qui a dit donner ça, ouais. ouais. Après, voilà. Hein, J'anticipe. ouais. N'anticipe pas. On va sur la majorité. Ouais, c'est ça. La majorité qui. On ne fait pas une généralité d'une exception. Non, voilà. Donc, non, on va continuer conseil, même s'il y a 1 sur 100 que ça pose problème. Et je pense, moi, personnellement, je pars du principe que il va sous-estimer la lutte et qu'à un moment, ça va aller au sol et qu'il se sera préparé pour le sol, mais que ça ne sera pas suffisant. Tu vois. Okay. Je pense que c'est une erreur qui peut être faite et qui sera à l'avantage de Taira. C'est pour ça que je donne 5% de plus. Ok. Mais voilà, comme c'est de la pure spéculation, j'entends complètement que tu vois Perez dans l'autre sens, qu'il a fait les adaptations, qu'il n'ira pas au sol et qu'il va manger tout cru Tatsuro Taira. Voilà. Ouais, tout cru peut-être pas, mais c'est vrai que si ça reste debout, il y a une chance que ça se passe très mal pour Taira. Mais en fait, je crois que du coup, toi, tu t'alignes vraiment au Code de Paris. Attends, je m'explique. Hein. C'est un 60-40 aux yeux des Codes de Paris, mais on sait comment ça fonctionne quand il y a quelqu'un qui a de la hype, qui surfe sur une certaine vague. Il y a 5% qui se rajoutent. Donc, je pense que l'analyse purement technique des bookmakers, c'était 55-45. Et il y a probablement eu un 5% qui a débordé du côté de Terra en disant il a plus de fans, il a sa hype, donc les gens seront plus attirés par sa cote, donc on va la rendre moins attractive. Quoi. Donc, ouais, je pense que c'est assez correct. Je pense, mais on verra. C'est vrai que ça reste un combat, même si je pense que la carte, elle va pas plaire à peut-être beaucoup de monde, mais je trouve qu'il y a des très beaux combats, encore une fois, tu vois, sur cette carte. Quoi. Ça fait partie de ces Fight Night dans la catégorie de... Ok, on fait pas trop gaffe parce qu'il n'y a pas de gros noms. En plus, on sait très bien comment ça se passe aux États-Unis. Main event flyweight. Ah, il n'y a pas d'UFC ce week-end. Mais qui devrait délivrer de très beaux combats. Parfait. Mais tu vois, là, je suis sur Unibet, donc 1,53. En dessous, si c'est bien les gens qui parient, il y a 96%, donc 96% de gens qui ont mis sur Tatsuro Taira, tu vois. Ouais, ça me surprend pas. Pourtant, pour moi, c'est... Ouais, pourtant, là où il y a de la valeur, selon moi, c'est plutôt Perez. Ah ouais, je suis entièrement d'accord. Hein. Vu la cote, c'est celle qui a le plus de valeur, clairement. Donc, ouais. Parfait. Brian, bon, on a fait le tour. Merci. Ouais, merci pour la préparation. Vos pronos en commentaire. Il faut que je prenne ce réflexe. Je le mettrai dans mes notes.
engager l'audience dans les 10 premières minutes, tu vois, entre force et faiblesse et game plan ou un truc comme ça. Poser une question à l'audience. Bref, merci à tous, abonnez-vous, à très vite, ciao, ciao.